Le 3 mai 1975, les habitants de la ville de Castleman découvrent avec stupeur la une du journal local. Une femme est morte et on l'a retrouvée dans la rivière National. Pour vous situer, on est en Ontario, à 150 km à l'ouest de Montréal. Et cette une, qui a aujourd'hui 48 ans, elle signe le début d'une affaire qui a marqué le pays. La National River Lady, comme la presse l'a surnommée un peu plus tard, va engager la police, les citoyens et les journaux du Canada dans une enquête hors norme. Les journalistes et les enquêteurs vont devoir apprendre à collaborer ensemble pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout au long de la vidéo. Comme vous allez pouvoir le comprendre, la presse va jouer un rôle énorme dans cette enquête. Alors on va essayer de se poser des questions tout au long pour essayer de comprendre, est-ce que la presse, elle a vraiment sa place dans une enquête policière comme celle-ci? Quel est son rôle? Et bien sûr, où est la limite de publier? On est donc le samedi 3 mai 1975 et au matin, très tôt, il y a un pêcheur qui découvre un corps dans une rivière. C'est celui d'une femme blanche qui est âgée entre 25 et 50 ans. Elle mesure environ 1,57 m jusqu'à 1,73 m et elle pèse environ 45 kg. Alors pourquoi les journalistes, ils n'ont pas des explications plus précises dans leurs articles? Parce qu'on estime que les restes du corps sont restés plongés dans l'eau du début de l'automne 1974 jusqu'au printemps 1975. Il y a presque un an qui s'est écoulé, donc impossible d'identifier la victime ou de donner plus de détails. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a les cheveux bruns, de la longueur à peu près mi-épaule et qu'elle les a teints en blond. Elle porte également une chemise de corps bleue. Selon les médecins légistes, c'est ce qu'ils révèlent à la presse à l'époque, c'est que la victime, elle a été étranglée avec un morceau de câble de télévision. Ses mains et ses pieds, ils ont eux aussi été ligotés au moyen de cravates. Le profil de la victime, les détails physiques et les vêtements que je viens de vous citer, tout ça, ça se retrouve dans les colonnes des médias locaux. Donc en fait, dès le départ, la presse, elle sait tout. Les enquêteurs, ils transmettent toutes les infos aux journalistes. Et aujourd'hui, ça, c'est un truc qui est plutôt rare parce qu'en fait, à l'inverse, les autorités, elles sont ultra frileuses à donner ce genre de détails à la presse. Les journalistes, ils doivent appeler le procureur et tenter de gratter au fur et à mesure des infos. Et dans cette histoire, on va comprendre en fait que la police, elle va être obligée de fournir énormément d'éléments aux journaux parce qu'en fait, elle ne peut pas identifier cette victime. Elle n'a pas d'autre solution. Pour commencer l'enquête, il faut partager le visage et cette femme morte au plus grand nombre pour essayer de trouver qui c'est. Donc il y a un premier portrait robot qui est dessiné, ça ressemble à un dessin d'enfant, mais qui est en tout cas transmis en 1975 et c'est le début de l'enquête dans la presse, même si ça donnera rien tout de suite. Pendant que la presse, elle vend des journaux et elle fait pas mal d'argent, la police d'Ontario, elle exploite plusieurs pistes, en fait, elle fait son taf. Ils font un premier point sur toutes les disparitions de femmes signalées les semaines précédant la découverte du corps. Ils interrogent les proches, les familles, ils comparent aussi les physiques et demandent carrément aux gens de venir voir en disant est-ce que cette femme-là, ce corps de femme-là, c'était de votre famille. Ils analysent aussi les cravates, la robe pour essayer de trouver où ça a été acheté. Le seul vrai indice que la police provinciale de l'Ontario a, ce sont des plaques dentaires. En fait, c'est des espèces de petits dentiers que la victime avait. Elles ont l'air de valoir cher et elles ont été confectionnées par un dentiste en alliage de chrome et de cobalt. Elles s'apparentent un petit peu à celles utilisées dans les forces armées. Mais tout ça, ça mène à rien. Il faut se dire qu'en même temps, les journaux, eux, ils publient le moindre indice. Dès que la police a un truc, ils publient. Et pendant 10 ans, les services de police, ils vont prendre des murs de tous les côtés. Aucune piste ne tient la route, aucun indice n'aboutit, en fait ils n'ont rien. Ils vont même créer une ligne téléphonique dédiée à l'affaire pour essayer de recueillir de nouveaux témoignages, des nouveaux éléments de preuve au fur et à mesure, parce qu'en fait ils sont clairement dans la passe, ils n'ont rien. Cette femme, elle reste toujours une inconnue et personne ne vient voir de qui il pourrait s'agir. En 1987, le corps de la National River Lady, il est finalement enterré sur une parcelle dans un cimetière de la ville. En tout cas, il ne sera plus du tout expertisé par les enquêteurs. L'enquête, elle est toujours au point mort et du coup, c'est un nouvel échec pour eux parce qu'ils ne pourront plus toucher au corps. Donc la police de l'Ontario, elle va décider de révéler une nouvelle information et de la donner à la presse, parce que forcément, ils la donnent toujours à la presse. Le fil utilisé pour étrangler la femme, c'est un morceau de câble de télévision de 24 pouces qui a été fabriqué dans le secteur. La photo, elle est publiée par la presse comme à son habitude. Et ce qui est fou, c'est que c'est un détail vraiment important dans l'enquête et que pourtant, la police, ils vont le rendre public que 10 ans plus tard.
Alors peut-être qu'ils voulaient le cacher un petit peu parce que c'est l'arme du crime, pour éviter que la presse ou les habitants fassent un peu à leur tour leur enquête et qu'ils allaient voir les fabricants télé. Ou en fait tout simplement peut-être que la police elle était un peu perdue et qu'elle a oublié cet indice qui était vraiment primordial. Et puis en 1990, on est 15 ans après le meurtre et les Canadiens, ils ouvrent leur journal et ils découvrent une nouvelle une. C'est un nouveau portrait robot de la victime. Alors celui-là, le problème, c'est qu'il ressemble pas à un dessin, mais en fait, il ressemble à la plupart des Canadiennes. Donc là, tous les lecteurs des journaux locaux, ils s'emballent, ils contactent la police, persuadés qu'en fait, il s'agit de leur tante, de leur mère ou de leur sœur qui est disparue, ou peut-être même pas forcément. Et là, il y a un nombre incalculable de témoignages qui affluent et qui entravent le travail des enquêteurs parce qu'en fait, ils sont sous l'eau. Et finalement, tous ces coups de fil, comme d'hab, ça donne rien. Alors les journalistes de l'époque, ils romancent, ils théorisent autour de la Nation River Lady, parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, comme j'ai dit un peu plus tôt, les gens ils raffolent de ce genre d'affaires. C'est là qu'on peut un peu se questionner sur le rôle de la presse et se dire un petit peu jusqu'où on peut aller. Un journaliste, c'est bien un mec qui est là pour rendre compte de l'actualité, pour dire ce qui s'est passé. Ok, la presse quotidienne régionale, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Mais le truc qui est différent, c'est qu'elle a une dimension proximité. C'est que le public, il se précipite sur les articles parce que ça s'est passé près de chez lui. Mais cet emballement médiatique, ça entraîne plusieurs problèmes. D'abord, ça gêne clairement le travail des enquêteurs. Il y a trop d'informations qui circulent. Il y a une surcharge. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Ensuite, ça crée une sorte de psychose chez les lecteurs qui eux aussi vont commencer à se méfier et peut-être à mener l'enquête en se disant mais il y a un corps qui a été retrouvé, il faut que je fasse un truc. Tout ça, ça sert aussi aux criminels parce que eux aussi ils lisent les journaux et eux aussi ils suivent les enquêtes qui se passent. En tout cas, toutes les infos publiées régulièrement dans les journaux, ça change rien. Au fil du temps, la Nation River Lady, qui est devenue l'un des cas les plus non résolus et les plus anciens, mais aussi les plus iniques, que la police n'a jamais eu à traiter. Alors en 2015, le dossier il est récupéré par l'inspecteur Nadeau. Elle est au point mort, clairement. La police elle dispose de nouvelles techniques, mais elle ne les a pas encore mises en place. Alors sa première mission, c'est de recréer en 2017 un véritable portrait de la victime. Donc il crée ce truc-là, c'est un buste en argile qui a été réalisé cette fois-ci par une artiste plasticienne. C'est plus réel, c'est plus détaillé. Bon, c'est le 6e portrait robot, mais il ressemble un peu plus à quelque chose quand même. Et c'est grâce à ce dernier portrait robot publié dans la presse, c'est important, que l'affaire, elle va enfin être résolue. Les journaux canadiens, ils titrent « Reconnaissez-vous cette femme ?» ou « Qui est la femme de la Nation River Lady ?» Et ça, ils s'en emparent. Le mystère est tel que certains médias canadiens des États-Unis, ils se jettent sur l'affaire. Le crime, il a déjà 42 ans, mais c'est pas grave, ils publient, ils spéculent. Alors la deuxième mission de l'enquêteur, ça va être de faire un test ADN de la victime pour essayer de le faire correspondre à des personnels d'entreprise, à des donneurs de sang. Donc en 2019, il décide de déterrer la femme et de faire un test ADN de qualité. La police de l'Ontario, elle lance une enquête génétique pour essayer de trouver des membres de la famille de la femme de la River Nation. Et en parallèle de ça, il y a une femme américaine qui vit dans le Tennessee et qui suit grâce à la presse l'enquête depuis des années. Elle se manifeste parce qu'elle sait qu'il y a un test ADN et elle est persuadée que la victime, en fait, c'est sa tante. Et donc, les deux échantillons d'ADN, ils sont comparés. Donc, la femme qui est morte avec cette dame du Tennessee, ça match. En fait, il s'agit bien d'un membre de sa famille. Et ça y est, 48 ans après, l'inconnue de la rivière, elle a enfin une identité. C'est Lala Jewel Langford. C'est une femme du Tennessee qui avait tout plaqué dans ces années-là, en 1975, pour s'installer avec un Montréalais qu'elle avait rencontré dans un voyage en Floride en 1970. Et en Ontario, elle était devenue une femme ultra badass, une businesswoman qui avait créé un centre de remise en forme. Elle était ultra respectée par sa communauté et elle était même membre de l'American Business Women Association. Finalement, elle a connu une fin horrible. Ce qui est triste dans cette affaire d'ailleurs, c'est que sa mère n'a pas réussi à l'identifier, mais elle a quand même cherché sa fille qui avait disparu parce que sa mère, ça a été la seule à dénoncer cette disparition et au final, elle n'a jamais pu reconnaître ce corps de la rivière alors que pourtant, c'était sa fille. 48 ans après la mort, la femme de la Nation River, elle a fait encore la une des journaux canadiens et même des journaux internationaux. Parce que RMC Crime ou encore 20 minutes, ils s'emparent de cette histoire. Les médias, ils ont contribué, donc comme on l'a vu, à une énorme partie de l'histoire parce qu'ils ont raconté énormément de choses sur cette femme. Alors les articles s'accumulent, les gens racontent l'histoire de Lala Jewel Langford. Et finalement, grâce à la presse, la femme de la Nation River, elle va retrouver un souvenir, une identité,
Grâce aux informations que les journalistes vont collecter auprès de la famille du Tennessee, du coup, auprès de la police, ils vont retracer sa vie avant le meurtre. Ils vont mettre en avant la femme d'affaires qu'elle était. Les journaux, alors, ils relatent également les faits judiciaires aussi, parce qu'il y a des perquisitions, il y a des suspects, et bien sûr, il y a le procès du meurtrier qui se prépare. Et ça, les journaux, ils adorent. On est en décembre 2023, et c'est désormais un homme qui fait la une des journaux. Il est atteint de démence, il est en fauteuil roulant, et il vient d'avouer le meurtre de la femme de la Nation River. Il s'agit de Rodney Mervyn Nichols, qui a 81 ans, et qui est en fait le mari de la victime. Il aurait déclaré aux enquêteurs qu'il devait dire la vérité avant de mourir. L'homme, il a été extradé parce qu'il vivait depuis des années en Floride dans une résidence pour personnes âgées. Alors aujourd'hui, Nichols, il est en centre de détention fédérale à Miami, dans l'attente de son procès. La presse, elle reviendra sûrement sur le début de son procès parce qu'elle adore ça, et on espère qu'il s'en tiendra un pour Rodney, parce qu'il a quand même 81 ans et qu'il risque bientôt de décéder. En tout cas, c'est une affaire qui a vraiment marqué le Canada pendant plus de 50 ans parce que l'enquête, elle s'est étalée. Et aujourd'hui, c'est un cold case qui est résolu 48 ans après. Et ça, il faut se dire que c'est quand même ultra rare. On espère qu'il y aura un procès, le procès de Rodney, pour en savoir un peu plus et comprendre un petit peu comment ça s'est déroulé, ce crime et ce meurtre-là. En tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la Nation River Lady.